Alors bonjour madame, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui est écrit sur votre pancarte? C'est langue ukrainienne et c'est question d'où en Ukraine beaucoup de mensonges, cruauté et russophobie. Ah ça c'est grand acteur ukrainien Bogdan Stupka, origine de Lvov. Et il a dit russophobie c'est maladie psychique qui est venue de propagande étrangère. C'est grand acteur ukrainien, tout le monde le connaît. Il a joué Taras Bulba, il a joué Richard III, théâtre, cinéma. Et c'est personne qu'il faut écouter chaque Ukrainienne. Vous êtes ukrainienne vous-même? Oui, je suis ukrainienne. Et j'ai grande douleur pour tout qui arrive dans mon pays. Vous êtes dans l'Ukraine de l'Est? Je suis de Kiev. Mon père a été libérateur de toute l'Europe. Il a passé dans son tank, il a libéré l'Europe. Il a donné sa vie pour ça. Et maintenant, je vois cruauté. Et les gens tués chaque jour, les enfants, les femmes. Pourquoi? Qui a besoin de ça? C'est pas le gouvernement à prendre les gens cruauté, tuerie. Pourquoi l'Ukraine toujours été pays très calme, qui aimait les chansons, la paix, l'amour. Et maintenant, vous avez vous-même vécu, vous avez de la famille sur place? bien sûr. Qu'est-ce qu'ils pensent du Maïdan? C'est difficile de dire qu'ils pensent parce que maintenant j'ai écrit ici ces mensonges. Où il doit aller si le gouvernement chaque jour dit mensonges, que les Russes attaquent, que les Russes entendent, mais ce n'est pas réel. Parce que quelqu'un a besoin de cette propagande. Maintenant, ce n'est pas les journalistes en Ukraine, c'est propagandistes. Venez tous par ici comme ça, on va voir combien nous sommes. Ah, vous êtes tous. J'ai d'abord un message à vous communiquer qui nous vient de Cécile. Cécile était une de ces jeunes femmes qui sont parties là-bas, en Novorossia, qui est une infirmière de métier et qui nous envoie ce message, donc qui est arrivée là-bas à Donetsk, donc qui est incorporée à l'hôpital de Donetsk, donc une Française, et qui nous envoie ce message. Depuis 12 heures hier, il n'y a plus d'oxygène. Donc toutes les affections respiratoires, donc les gens qui sont frappés par ces affections respiratoires meurent chacun les uns après les autres. L'usine qui fabriquait l'oxygène a été détruite, c'est ce que vous disait Alain tout à l'heure. Il y a un moment déjà, mais maintenant les réserves sont complètement épuisées. Donc, au niveau humanitaire, l'oxygène, il serait donc un bon début de nous aider dans ce sens-là. Il y a également d'autres choses qu'il faudrait nous envoyer en termes de matériel de base. Ainsi, elle évoque le fait de fournir des compresses stériles, des pansements, des sparadraps, des tubulures, enfin tout ce dont a besoin un hôpital. Aujourd'hui, il manque pratiquement de tout là-bas et il serait important justement qu'on puisse se sensibiliser nos amis, nos relations, afin que, je dirais qu'on fasse bouger un petit peu les choses dans ce sens-là. Voilà, ça c'est pour la première chose en ce qui concerne le témoignage de Cécile. Alors, seconde chose que je voulais vous communiquer, ça vient tout simplement d'un organisme qui est la Commission européenne, la section aide humanitaire. Vous en avez peut-être entendu parler, mais cette section aide humanitaire de la Commission européenne, donc qui est financée par nos impôts, a envoyé récemment, donc c'est le deuxième envoi d'aide humanitaire qu'ils envoient à Dnipropetrovsk, donc qui est le siège des unités de Pravi Sector et Svoboda, donc dirigées par Igor Kolomoïski,
Donc ce qui fait que l'aide humanitaire arrive directement chez des gens qui massacrent les civils dans le Donbass. Ça fait partie d'un scandale qu'il faut dénoncer chacun de son côté, parce que encore une fois, c'est avec nos impôts que l'Union européenne, via la Pologne, puisqu'en fait ça part de Varsovie, que l'Union européenne aide ces gens-là et non pas les civils du Donbass. Les civils du Donbass sont laissés à leur triste sort. Il n'y a que la Russie qui doit apporter une aide aujourd'hui. Donc il faut savoir que la Russie régulièrement envoie des camions d'aide humanitaire. Par contre, l'Union européenne aide les gens de Pravi Sector, Svoboda et toute cette fine équipe qui massacre, c'est touché. Voilà. Donc ça, il faut le savoir, il faut le dire, il faut le répéter autour de vous. C'est un scandale. On a écrit à un certain nombre des élus de la République, tous bords confondus. On n'a eu aucune réponse. Manifestement, ces gens-là s'en foutent éperdument que l'Union européenne aille envoyer ce type d'aide humanitaire aux bouchers d'Odessa. Donc faites-le savoir autour de vous. Envoyez des messages au ministère des Affaires étrangères, envoyez des messages à justement cette Commission européenne section humanitaire pour leur dire que c'est scandaleux et qu'il y a certains Français qui n'admettent pas ce genre de choses. Voilà. Le corps médical a lancé un appel au secours à la communauté européenne afin d'obtenir une aide matérielle et médicale suffisante. En effet, la carence de matériel et de produits pharmaceutiques ajoutée au manque du personnel médical pèse lourdement sur le fonctionnement normal des centres hospitaliers qui finissent par saturer. Le centre néonatal de Pervomaïsk, unique dans la région de Lugansk, a cessé de fonctionner. Dans la région de Lugansk, dans le périmètre des villes Branka, Stakhanov et Pervomaïsk, on ne compte plus qu'un seul médecin généraliste pour 100 000 habitants. La représentante officielle de l'UNICEF en Ukraine, Madame Giovanna Barberis, a évoqué dernièrement dans son interview à Paris Match une crise humanitaire sans précédent. Il raconte que 1000 enfants originaires du quartier Petrovski de Donetsk vivent dans l'obscurité des sous-sols entassés dans les petites pièces. Elle dit, je cite, « Ils sont agités, nerveux, mais méritables, beaucoup tous. Ils courent dans les labyrinthes des couloirs poussiéreux. Une petite fille fait ses exercices de mathématiques sur un lit de camp sommaire. Une autre apprend à lire avec une adolescente. Ils ont la peau diaphane. Cela fait 6 mois qu'ils n'ont pas joui dehors. Leur quartier Petrovski a été bombardé 17 fois dimanche, 5 fois lundi. Une jeune femme nous montre un obus qui n'a pas explosé encastré dans le béton sur le toit de l'immeuble. Dans les autres quartiers périphériques de la ville, ce sont les mêmes histoires dramatiques que l'on entend. Les mêmes larmes, les mêmes peurs. Nous dénonçons l'interdiction interdite par certains pays européens d'envoyer l'aide humanitaire au Donbass. Vous avez bien entendu, ici en Europe, où on nous parle à la longueur de l'année des droits de l'homme, eh bien, il y a des gouvernements qui interdisent que les peuples viennent au secours d'un autre peuple plongé dans la détresse. N'est-ce pas là le comble d'un communisme? Aujourd'hui, ici, devant l'ambassade d'Ukraine, nous exigeons, notre association exige le respect de ces cessez-feu. Nous exigeons que l'organisation de l'aide humanitaire ne soit pas entravée par le gouvernement ukrainien. Alain Benajam, bonjour. Alors vous êtes donc présent ici pour, on va dire, rappeler que ça fait 1 an que les conflits ont commencé. Comment, selon vous, l'actualité évolue, notamment avec les accords de Minsk? Eh bien, ces accords de Minsk ont été signés, ont été pleurés par les Ukrainiens
à la sauce de Washington parce qu'ils étaient en train de prendre une défaite extrêmement grave. Alors c'est un peu comme Minsk 1 avec Iliovask, hein, donc ils ont mis les pouces en disant bon ça suffit, on a bien pris la raclée, on va arrêter. Donc ils ont profité de Minsk 1 et de toute cette période entre le mois d'août et puis maintenant pour rassembler leur armée, pour se réorganiser et surtout continuer à bombarder les populations civiles, puisque c'est ça leur cible prioritaire, puisque dans les combats entre armée contre armée, ils sont très très mauvais, donc ils se font battre à chaque fois. Donc ils ont organisé des offensives, notamment sur l'aéroport, sur la poche d'Iliovask, de Gorlovka. Et donc les forces armées de Novorossiya ont été dans l'obligation de répliquer. Et en contre-attaquant, évidemment, les forces armées ukrainiennes sous commandement états-unien ont subi des pertes gravissimes, extrêmement graves, encore pire qu'avant. Et suite évidemment à cette défaite-là, ils ont réclamé encore un cessez-le-feu. Alors ce cessez-le-feu, finalement, il aurait été un bon compromis si dans les faits, il n'était pas suivi d'effet, puisque dans les accords de Minsk, la poche de Gorlovka n'était pas citée. C'était un abcès de fixation que les gens ont voulu ignorer absolument. Et les forces armées de Novorossiya se sont dit cette poche-là, elle doit être réduite, elle est dans notre territoire. Elle est dans notre territoire. Donc ils ont réduit cette poche-là et les forces armées ukrainiennes ont subi des pertes absolument énormes, énormissimes. Il y avait entre 5 et 8 000 hommes dans cette poche-là. Et finalement, maintenant, ils prétendent que les forces armées de Novorossiya, pas les forces armées, parce que pour eux c'est les Russes, hein, pour eux, ils disent ce sont les Russes qui nous agressent alors qu'on n'a jamais vu un Russe là-bas. Et donc maintenant, ils ne respectent pas la trêve et ils continuent à bombarder les populations civiles comme ils ont fait jusqu'à présent. Donc à ce jour, les bombardements sur les populations civiles continuent tous les jours. Je me permets de rebondir sur ce que vous disiez. Si je comprends bien, si c'était les forces séparatistes qui avaient, qui avaient reculé, vous pensez qu'il n'y aurait pas eu ces accords de Minsk ou cette demande de cessez-le-feu ? Ah ben non, eux ce qu'ils cherchaient depuis toujours, et les Américains recherchent la victoire militaire sur les forces armées de Novorossiya, bien sûr, eux ils auraient continué. Là ils essayent de demander une trêve parce qu'ils sont battus sur le terrain. Ils vont essayer de se refaire une santé, de se regrouper, d'essayer de recruter des soldats, des mercenaires, etc. pour le prochain coup. Mais ils ne vont jamais laisser tomber. C'est pas possible. Est-ce que pour vous, le fait que M. Hollande et Mme Merkel ont organisé ces accords de Minsk, est-ce que pour vous, ça signifie que l'Union européenne est en train de s'écarter de la volonté américaine ? Alors évidemment, on pourrait le penser. Moi, j'ai quelques doutes parce que Merkel et Hollande sont connus pour être des petites marionnettes qui obéissent d'une façon précise aux États-Unis. Cependant, on voit bien que l'intérêt de l'Allemagne et de la France, évidemment, et de ne pas se couper de la Russie. L'intérêt de l'Allemagne et de la France, c'est qu'il n'y ait pas une guerre avec la Russie en Europe. Alors, qu'est-ce qui leur est passé par la tête ? Ont-ils voulu essayer de demander cette trêve à la demande de Washington pour que, justement, leurs armées puissent souffler, ou veulent-ils une paix réelle ? C'est difficile avec ces gens-là, vous voyez, ils ne représentent pas leur peuple, alors on ne peut pas savoir ce qu'ils avaient derrière la tête finalement. Mais toujours est-il que cette trêve, elle va être très très difficile à être conservée.